Je vais donc. Nous avons invité cette année pour une conférence Monsieur David Grezon, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, ceux qui étaient à la Réunion, qui sont des Réunionnais. Je vais le présenter. Ça a été un grand plaisir de pouvoir discuter avec lui avant sa présentation et pour préparer la conférence. C'est un ancien élève de l'ENA et de l'École des hautes études en santé publique. On fait court ? On va faire très court alors. Il est directeur actuellement du programme de santé groupe Jouve, spécialisé dans la transformation digitale. Il a exercé plusieurs postes à responsabilité dans les domaines de politique publique et de la santé. Il a en particulier été le conseiller du Premier ministre chargé de la santé et de l'autonomie et directeur général du CHU de la Réunion. Ça, vous le connaissez pour cela à la Réunion. Et d'un point de vue académique, il s'est spécialisé notamment en droit de la santé, son DEA, de technologie et de l'information et de la communication. Il est actuellement membre du conseil exécutif de la chaire santé de l'Institut de Sciences Po Paris et professeur associé de la faculté de médecine à Paris-Descartes. Il a fondé Éthique IA. Il a écrit 2 bouquins l'année dernière, dont un qui m'a dédicacé et que je vais lire avec plaisir. Je vous présente donc David Grezon pour vous parler de l'intelligence artificielle. Un grand merci, cher Robin, de ton invitation. Bravo à tous les organisateurs de ces superbes congrès de la CTVOI. J'ai appris plein de choses sur le lymphœdème. À vrai dire, je savais que je ne savais rien. Donc merci de cette séquence. Bravo pour l'ambition de ce programme. Merci d'être restés aussi nombreux en cette fin de journée. Très heureux de retrouver de nombreux anciens collègues et toujours amis du CHU de la Réunion et du groupe hospitalier Est Réunion, et puis de la santé à la Réunion et dans l'océan Indien. C'est évidemment toujours avec plaisir que je réponds au coup de sifflet. Bref, pour venir dans la zone, ce qui m'a permis de rappeler aussi que ici la mer n'était pas exactement la même que chez moi dans le Pas-de-Calais. Donc, je vais vous inviter peut-être à vous rapprocher, si vous pouvez, parce que vous allez devoir participer dans un instant. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ophtalmo dans la salle. Donc on va faire une dernière partie de séquence où je vais avoir besoin de vos bons yeux. Donc je vais vous parler un petit peu de d'IA en santé. Ruben l'a rappelé. Et l'a rappelé gentiment. J'ai ce parcours dans le numérique en santé. En fait, avant que certains d'entre vous me connaissent sur la partie plus management hospitalier, j'ai commencé par faire de la technologie, un DEA de tech. Et je vais vous donner quelques indications sur l'IA en santé avant qu'on se fasse un petit cas pratique pour finir cette journée ensemble. Sur l'IA en santé, il y a évidemment un contexte que vous connaissez, c'est celui d'une transformation numérique du système de santé. Un certain nombre d'entre vous s'y sont engagés depuis longtemps. Je regarde Christine Kowalczyk, notamment Muriel Rodier. Il y a dans l'océan Indien une tradition d'innovation sur ces questions qui se diffuse plus largement dans un contexte global, dans un contexte de compétition, il faut bien le dire, au niveau mondial, et dans un mouvement qui est un mouvement de bascule, plutôt positif à mon sens. J'ai eu l'honneur de co-diriger avec Claude Kirchner, qui est le président du Conseil d'éthique d'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle, les travaux de préparation de la révision de la loi de bioéthique sur cette partie éthique du numérique et de l'IA. Si vous voulez approfondir le sujet, le rapport du Comité consultatif national éthique est à votre disposition, il est en ligne, de même que l'avis 129. Et à quelques jours de distance d'ici, début octobre, l'Assemblée nationale a adopté l'article 11 du projet de loi de bioéthique qui est directement issu de ces recommandations et qui institue le principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle applicable à la santé. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est dans un instant. Un petit mot d'abord sur les cas d'usage. Donc, il faut commencer par l'aspect concret. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, il y a 2 séquences d'autopromo. La première pour ce petit bouquin-là et puis un autre dans un instant. Il faut bien comprendre comment ça se passe. Je trouve que l'ophtalmo, c'est une bonne discipline pour comprendre ce qu'il en est, avec en fait finalement 3 cas d'application de l'IA qu'on peut présenter par ordre de maturité décroissante. De très loin, la technique la plus mûre, c'est ce qu'on peut appeler la reconnaissance d'image par apprentissage machine. Vous allez présenter une image numérique, un scan ou un IRM, et vous allez entraîner un algorithme à reconnaître dessus le signe ou l'absence de signe de pathologie. C'est déjà opérationnel dans le champ de la reconnaissance de la rétinopathie diabétique, dans le champ également de la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou dans le champ du diagnostic du glaucome. Cas d'usage le plus simple de l'IA, reconnaissance automatique d'image. Deuxième cas d'usage moins opérationnel, moins mûr, l'IA de pilotage par les données. Très important dans le champ des maladies chroniques et métaboliques, qui concerne fortement l'océan Indien. C'est un sujet sur lequel on est un petit peu moins en avance,
Mais les choses avancent. Et par exemple, les londoniens de l'hôpital Moorfields, l'hôpital d'ophtalmo, ont mis au point une technique qui permet de prédétecter à partir de traitements massifs de données les facteurs de risque rétiniens. Et puis, troisième cas d'usage de l'IA qui va vous aider à vous repérer dans la complexité. Vous allez avoir un patient qui va venir vers vous avec une indication symptomatique déterminée. Et puis, à partir de traitements massifs des données, l'IA va permettre de repérer en fait d'autres facteurs sanitaires que vous n'aviez pas identifiés. Évidemment, ça pose une question, c'est que l'innovation se déploie très vite et elle se déploie très vite ailleurs. C'est déjà depuis avril 2018 que la FDA américaine a labellisé l'algorithme IDX-DR, qui est un algorithme de diagnostic des rétinopathies diabétiques. Et dans le dossier associé à la FDA nous dit que l'algorithme qui va 150 fois plus vite qu'un ophtalmo humain est aussi fiable que lui d'un point de vue diagnostique le matin, de 25% meilleur le midi, parce que l'ophtalmo se fatigue, et de 50% meilleur en fin de journée. Donc moralité, si vous devez aller voir un ophtalmo, prenez plutôt rendez-vous le matin, ou alors allez payer $150 en envoyant votre cliché de fond d'œil à IDXDR. Et vous voyez bien le sujet que ça soulève. C'est que si on ne développe pas l'innovation, ce que dit le comité d'éthique comme finalement principe éthique principal, si on ne développe pas l'innovation dans un contexte français et européen au niveau de protection des données est fort, l'innovation en IA va se développer ailleurs et nous reviendra par la fenêtre sans que l'on puisse en garantir le caractère éthique a priori. Donc il y a vraiment un enjeu industriel de développement de l'IA dans un contexte français et européen. L'IA se développe aussi beaucoup dans le champ du cancer, toujours les mêmes techniques, la reconnaissance d'image, de loin ce qu'il y a de plus mûr, avec des cas d'usage très forts dans le champ des ganglions lymphatiques, un cas d'usage un peu différent dans le champ de la radiothérapie. Je regarde des spécialistes dans la salle avec ces algorithmes qui sont utilisés pour essayer de mieux préciser le contourage des rayons et mieux cibler les tumeurs à traiter. Et puis beaucoup de publications sur l'IA appliquée au diagnostic du mélanome, avec toujours cette même technique, reconnaissance d'image par apprentissage machine. C'est un bon domaine, le cancer, pour comprendre quelle est notre piste d'athlétisme, quelle est la place de la France dans tout ça. Et si vous me permettez d'être brutal, je vous dirais qu'on a été battu sur les solutions de bureautique informatique générale en France et en Europe. On a été battu sur les solutions de cloud en France et en Europe. On est battu déjà sur les solutions généralistes d'IA en santé. On aurait 30 milliards d'euros à mettre sur ce sujet en Europe, qu'évidemment on n'a pas. Je déconseillerais formellement de le faire. En revanche, on a une piste claire de développement qui est l'IA de spécialité, l'IA de pointe, avec des belles histoires, des bases de données spécialisées, et puis des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, Therapixel, c'est une start-up française qui a mis au point une des meilleures solutions de diagnostic automatique des mammographies, avec des prix internationaux déjà pas mal décernés, et puis des avancées également dans le champ de l'immunothérapie, qui, comme vous savez, est un des principaux facteurs de renouvellement de l'oncologie. Des cas peut-être plus inattendus dans le champ du vieillissement, domaine que je sais un certain nombre d'entre vous touchent du doigt de près. L'IA comme facteur de déplacement du principe de séparation entre le champ sanitaire et le champ de médico-social qui amène des ruptures dans les parcours de prise en charge des patients. L'IA va permettre de donner un peu de contenu à cette idée parfois un peu creuse ou évoquée de manière creuse par nos politiques de pilotage par les parcours des patients pour essayer d'avancer avec des cas d'usage déjà très nombreux, très concrets. Vous avez peut-être déjà vu ces petits robots Naozora dans nos EHPAD qui permettent de faire de la stimulation cognitive pour les personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs. Et puis il y a tous ces travaux plus fondamentaux menés sur la connaissance du cerveau vieillissant, notamment à l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière. Et puis l'IA se développe aussi dans les objets connectés. Vous voyez par exemple cette montre, de là, qui est une montre qui est française, qui en fait émet des bips pour aider les personnes âgées à se repérer dans l'espace, et puis après reconstitue par traitement massif de données les mouvements. Donc ça se développe assez vite, et ça se développe en fait assez loin de toutes ces images un peu fantasmatiques qu'on a sur le sujet. Vous avez déjà lu tous ces thèmes, l'IA, la mort de la mort, demain tous éternels. En réalité, si on regarde le sujet peut-être avec un peu de recul, ce que va amener surtout l'intelligence artificielle, c'est sans doute un Big Bang dans la causalité. Elle va être utilisée pour peut-être expliquer l'inexplicable. Elle va vous soumettre, vous, comme chercheur, comme médecin, à des corrélations inattendues. Par exemple, dans le champ d'Alzheimer, vous avez peut-être vu ces publications établissant une corrélation entre Alzheimer et les bactéries des gencives. Travaux établis par traitement massif de données, mais établissant un lien entre Alzheimer et la présence de bactéries gingivales qui auraient migré dans le cerveau. Et puis ces travaux sur le lien entre Alzheimer et cancer, vous vous souvenez tous sans doute de cette étude qui avait été publiée par les Chinois en 2015 établissant une corrélation inverse
avec un facteur de réduction de risque de 30% entre Alzheimer et le cancer. Ça n'avait pas été pris au sérieux vraiment à l'époque, mais vous avez sans doute vu aussi cette étude de la recherche de l'Académie européenne de dermatologie sur 83 000 patients, montrant qu'après ajustement, un diagnostic de mélanome malin est associé à un risque réduit de 61% de développer la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Est-ce que c'est une corrélation absurde et un artefact statistique? Sans doute, peut-être. Est-ce qu'il y a une explication scientifique derrière ça? Quelque chose qui aurait à voir avec le procédé d'évolution cellulaire, soit de surstimulation, soit de dégénérescence, peut-être. En tout cas, voilà ce que l'IA va vous amener à vous comme médecin. Elle va vous mettre en demeure d'expliquer des choses inexplicables et de peut-être demain de trouver de la rationalité biologique à de l'artefact statistique. Ça fera progresser la médecine, sans doute, peut-être. Ça amènera aussi beaucoup de fake news. Donc beaucoup de recul et d'esprit critique à avoir face à ces développements, sans évidemment les bloquer, parce que l'innovation est irréversible. À la base de tout ça, il faut beaucoup de données. Donc j'aurai l'occasion de réintervenir demain sur ces aspects de manière un petit peu plus pratique, un peu plus appliquée. Déjà, je partage une conviction avec vous, c'est que le big data, ça a l'apparence de la clarté. C'est clair opérationnellement, il faut beaucoup de données pour alimenter tous ces algorithmes, soit qu'on les collecte directement, soit via des objets connectés. C'est clair juridiquement, je pense que vous avez tous vécu l'an dernier dans vos structures les joies de la transposition du règlement général sur la protection des données, le règlement européen. Vous avez mesuré que la France est l'endroit au monde où le niveau de protection juridique des données de santé est le plus fort. Et c'est clair opérationnellement, on fait tout ça pour améliorer la qualité et l'efficacité de notre système de santé. La réalité est plus complexe. Big Data, c'est une notion qui n'est pas neutre. Elle a des adversaires, elle a des opposants, elle est un peu suspecte. Il faut essayer de s'en détacher. Et puis, il y a un enjeu éthique que vous mesurez assez concrètement. C'est que l'idée qui est un peu sous-jacente au Big Data, que toutes les données de santé se vaudraient, est très inexacte opérationnellement. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas ce qu'il y a dans mon dossier médical, qui ne vaut pas mon génome. Et d'ailleurs, le droit français n'ignore pas ça, puisqu'il a défini un statut plus protecteur aux données génomiques dès la loi de 1994, la loi de bioéthique de 1994. Donc, pour regarder ça, il faut sans doute revenir un peu à la technique. Et pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est l'IA, je n'ai pas trouvé de meilleure métaphore que de faire un détour par le blob. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que c'est un blob? Petite question de biologie posée à des médecins. Oui, alors vas-y, tu peux te lever et expliquer. Unicellulaire. Qui peut s'étendre sur plusieurs même mètres, voire kilomètres de surface, et qui a une capacité ça se régénère tout seul. C'est un système assez incroyable. Exactement, on peut l'applaudir. Bravo. Il l'a fait. Donc effectivement, c'est la plus grande créature unicellulaire intelligente du monde biologique connu, cette espèce de champignon géant, et qui a des propriétés étonnantes. Donc il se développe, c'est son but dans la vie. Pour se développer, il analyse le terrain sur lequel il se développe. C'est un algorithme de traitement de données. Et quand il se développe, il y a quelque chose qu'il déteste, c'est le sel. Et quand un blob rencontre un terrain salé, il s'en souvient et il l'évite la fois d'après. C'est un algorithme qui apprend, un algorithme de machine learning. Et puis quand un blob qui a appris, c'est la chercheuse toulousaine Audrey Dussoutour qui nous enseigne ça, rencontre sur son chemin un blob qui n'a pas appris, les deux entrent en contact, ils se touchent, le blob qui a appris rencontre le blob naïf, ça fait comme un réseau de neurones. Un réseau de neurones en IA, c'est des algorithmes qui conjuguent leur force de calcul, c'est ce qu'on appelle le deep learning, et l'algorithme qui a appris transmet son patrimoine d'apprentissage à celui qui n'a pas appris, ce qu'on appelle en IA le transfer learning. Vous voyez, algorithme de traitement de données, machine learning, deep learning, transfer learning, la nature avait inventé tout ça avant qu'on cherche à le codifier informatiquement. Et c'est ça en fait le point de R&D ultime de l'IA en santé aujourd'hui, c'est que les concepteurs de l'IA apprenante, le machine learning, quand ils ont forgé ces concepts à la fin des années 80, n'avaient aucune idée que 30 ans plus tard, l'algorithme génétique, l'algorithme apprenant, puisse s'appliquer à la donnée génétique elle-même. Vous voyez, on part de la nature, on transite par l'artificialité et on revient à la donnée génomique elle-même. C'est ça le point ultime de R&D de l'IA en santé aujourd'hui. Sur les questions d'éthique, évidemment, on a tous et toutes dans la tête des images de science-fiction. Donc là, c'est Matrix. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la science-fiction, Terminator, Matrix, souvent les machines ne nous veulent pas du bien, voire elles veulent toutes nous exterminer. Mais en général, on ne nous explique pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, elles sont devenues si méchantes et en fait, vous avez tous bien compris que c'est beaucoup plus une projection de nos propres craintes face à la technologie qu'une analyse rationnelle des risques. En fait, on a essayé de qualifier les risques avec le comité d'éthique et on en a défini de trois ordres.
un risque à terme et 2 risques plus immédiats. Le risque à terme, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous, professionnels, qu'est-ce qui se passe pour vous en termes de responsabilité juridique. À vrai dire, pas grand-chose à court terme, parce que le droit pratique depuis longtemps ces questions avec 2 régimes anciens qui sont toujours applicables. Le premier, c'est le régime presque préhistorique, qu'on appelle la responsabilité du fait des choses, qui dit que en cas de dommage, le responsable, c'est ce qu'on appelle le gardien de la chose, et la chose, ça peut être un robot ou un algorithme informatique. Et le gardien de la chose, c'est celui qui en a la maîtrise, et donc celui qui devra indemniser. Ce sera le professionnel libéral ou son assureur quand on est en contexte d'exercice de médecine de ville, le directeur de l'hôpital ou son assureur quand on est en contexte hospitalier. Sauf dans un cas, deuxième régime, ce que l'on appelle la responsabilité du fait des produits défectueux. S'il y a une dysfonction de la machine, le responsable, c'est le producteur de l'algorithme ou du robot. C'est un régime de droit européen issu d'une directive communautaire de 1985. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas du tout récent. Et à vrai dire, ce n'est pas forcément une surprise que le droit ait pu s'adapter à tout ça, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a eu l'idée d'avoir recours à des programmes informatiques pour s'occuper de santé. Si vous ne la connaissez pas, je vous présente ELISA. C'est le premier agent conversationnel, le premier chatbot de l'histoire, qui a été écrit par un algorithmicien d'origine autrichienne, américain, qui s'appelle Joseph Weizenbaum, en 1962, accrochez-vous. Donc il fait une expérience Weizenbaum, il prend un groupe de 100 dépressifs, que vous n'êtes pas parce que vous êtes à l'ACTVOI, mais imaginez ça un instant de raison. Donc il le divise en 2 sous-groupes, A et B, et il leur dit, vous allez discuter avec une psychiatre qui s'appelle Elisa. Donc le groupe A discute vraiment avec une vraie psychiatre qui est de l'autre côté de l'ordinateur, et le groupe B discute avec le chatbot. Donc c'est pas du tout de l'IA apprenante, c'est des questions préprogrammées ou des réponses préprogrammées du genre « Comment allez-vous ? C'est très intéressant ce que vous me dites, pourriez-vous aller plus loin ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, pourriez-vous développer ?» Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et il demande « Est-ce que ça vous a fait du bien ?» Et le taux de satisfaction est bien sûr équivalent entre le groupe A et le groupe B. Donc ça nous montre que ces questions-là ne sont pas du tout d'aujourd'hui, que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise ces programmes informatiques, que tout est réglé presque, à l'exception d'un point qui est que maintenant que vous êtes des spécialistes des champignons auto-apprenants, vous avez compris qu'il y a un degré de transformation de l'algorithme au-delà duquel il ne finit plus qu'à ressembler que très très lointainement à sa version initiale. Et là, ça correspond à un cas dans lequel le producteur de la machine peut échapper à sa responsabilité, même s'il y a une dysfonction de l'algorithme ou du robot. C'est ce qu'on appelle en droit le risque de développement. Un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché de l'algorithme. L'algorithme s'est transformé, je n'en suis plus responsable, j'échappe à ma responsabilité d'indemnisation du patient. Est-ce que ça correspond à de la sinistralité constatée aujourd'hui ? La réponse est non, on n'en est pas à ce stade-là du développement de l'IA. Est-ce que ça viendra demain ? La réponse est oui, et sans doute oui rapidement. Vous avez vu tous ces cas d'usage qui se développent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La recommandation qu'on a faite avec le comité d'éthique, que le gouvernement a suivi jusqu'à présent, c'est de surtout pas légiférer sur cette question dans la loi de bioéthique de 2019, sinon on créerait un repoussoir terrible au développement de l'IA en France, mais plutôt d'aborder cette question sous la forme d'un régime d'indemnisation sans faute au niveau européen. Donc voilà la question à terme. Pas trop d'inquiétude sur la question de vos responsabilités. Ce sont les régimes classiques qui s'appliquent. En revanche, je vous le disais, il y a des questions éthiques plus immédiates qui se posent. Et c'est là où, grâce à la magie de la technique, on va basculer dans un petit cas pratique. Et je vais vous proposer de commencer par regarder une petite vidéo. Ça va vous demander un effort de projection dans le temps, parce qu'on va se projeter dans l'espace, parce qu'on est en 2025. Alors la situation est préoccupante pour les autorités de santé. Le premier cas est arrivé aux urgences de Kremlin-Bicêtre. Il y a un plan de protection renforcé qui a été mis en place autour de cet hôpital sur les 13e et 5e arrondissements. Donc pour l'instant, la situation est maîtrisée. Il y a vraiment un message fondamental pour rassurer la population. C'est vraiment de rester confiné chez soi et d'avoir toutes les informations sur les panoptiques qui sont chez eux avec le réseau Pangolink qui va leur permettre d'avoir toutes les informations sur les messages de prévention, les messages également de protection et sur les symptômes, les premiers gestes éventuellement à faire pour éviter les surcontaminations. Toutes les hypothèses sont évoquées pour la contamination. Il y a beaucoup de fantasmes, des rumeurs circulent. Comment est-ce qu'on peut rassurer une population qui s'inquiète ?
Alors ce premier cas, qui est un cas, c'est une première effectivement, c'est une situation qui est inquiétante, mais qui est pour l'instant sous contrôle. On s'y attendait, les plans de prévention se mettent à fonctionner parce qu'ils ont été répétés, donc les gens sont confinés chez eux. Pour l'instant, il n'y a pas de risque de dissémination, donc je pense qu'il faut vraiment que la population suive encore une fois les consignes de prévention. La situation est vraiment sous contrôle avec des cas qui restent des cas sporadiques, comme on appelle en épidémiologie, et il faut pour l'instant attendre de voir et éviter que les cas se disséminent. La population va avoir tout ce qu'il faut de toute façon, puisqu'un approvisionnement en eau, en nourriture est possible dans le fameux PPR qui a été mis en place. Des drones vont pouvoir approvisionner la population. Et puis nous avons dans tous les hôpitaux, dans tous les services d'urgence, des systèmes de détection extrêmement efficaces avec des ASA, des assistants de soins qui vont pouvoir apporter les soins médicaux. Et puis en ville également, nous avons des assistants de prévention automatisés, c'est-à-dire des robots sanitaires qui vont être sans risque pour la population et sans risque pour les populations soignantes non plus, parce que l'idée c'est de protéger. Ça c'était le point de vue médical. Juste un petit zoom un instant sur ce sera la deuxième vidéo sur ce qui se passe dans le périmètre de protection renforcée. On a des images exclusives de chez la famille Delmas. Garance, Charles, merci de nous recevoir chez vous. Comment ça se passe simplement à la maison? Comment est-ce que vous tenez le choc avec les enfants? Ça va, on essaye de les préserver un peu, au maximum, quoi. C'est-à-dire comment se passe là la journée là, depuis ce matin, maintenant que vous êtes confinés chez vous? On a essayé que ce soit la journée la plus normale possible, c'est-à-dire, voilà. Enfin, bien sûr, on les avertit dans la mesure du raisonnable. Puis on a aussi le Panoptique qui nous propose des solutions, c'est assez des jeux. Comme ça, ils ne sont pas complètement confinés, ils ont quand même un peu une fenêtre vers l'extérieur, quelque chose pour les amuser. Ils sont pas complètement. Je pense qu'ils se rendent pas compte que c'est un peu un problème qui est la cause de ça. Voilà, on va pas aller plus loin. Vous avez compris que le calme régnait pour le moment. Bien, maintenant, on va passer sur un mode plus confidentiel sur les éléments qui sont mis à notre disposition dans le cadre du cas pratique. Donc, vous avez suivi les choses. C'était la situation là ce matin. On est maintenant en fin d'après-midi. Et le tableau a un petit peu évolué. On va passer sur le cas pratique. Non, on ne va pas passer la troisième vidéo. Je vois l'heure qui tourne et mon contingent horaire, même si Robin accorde une tolérance, une large tolérance. Je vais essayer de ne pas en abuser trop. Donc, on va passer sur le cas pratique. Je vais vous apporter quelques éléments. Donc, comme vous avez vu, 3 cas Ebola ont été déclarés dans Paris. Le premier cas avait fait l'objet d'une communication on va remonter en haut du document si vous voulez bien. Hop, ouais, ça a monté tout en haut. Voici, voilà. Donc 3 décès suite à des cas déclarés dans Ebola dans Paris. Le premier cas a fait l'objet d'une communication proactive de la ministre de la Santé. Donc bonne nouvelle, il ressort que vous connaissez tous, c'est qu'en 2022, il y a un vaccin contre Ebola qui a été mis en place. La mauvaise nouvelle, c'est que ce vaccin est inefficace contre la nouvelle souche de virus qui se diffuse aujourd'hui dans Paris. C'est un virus mutant. C'est pourquoi le ministère de la Défense propose le déploiement du système automatisé de réponse rapide aux alertes. C'est une IA de nouvelle génération, un programme expérimental classé secret défense, dont l'existence a été tenue secrète jusqu'ici, qui vise, suite aux attentats biologiques qu'avait connus Paris en 2021, à permettre pour ce coup-ci de répondre à une frappe biologique terroriste et de synthétiser dans un temps très court un vaccin par activation d'un module spécifique. On peut passer sur la page suivante. C'est pourquoi il y a une réunion qui se tient ce soir, sous l'égide du Président de la République, avec quelques-uns des interlocuteurs qui connaissent de l'existence de SARA, ministre de la Défense, ministre de la Santé, les services de renseignement, avec 3 questions à trancher. Retenez bien parce que vous allez devoir voter dessus dans un instant. Question 1, faut-il décider de l'engagement du processus d'administration du nouveau vaccin synthétisé par l'intelligence artificielle? Question 2, faut-il valider le principe d'une administration automatisée du vaccin par des assistants automatisés, des robots? Question 3, l'existence de cette IA doit-elle être, le cas échéant, rendue publique alors qu'elle était tenue secrète jusqu'ici? C'est pourquoi le cabinet du Président de la République vous a désigné comme groupe de prospective spécialisé pour pouvoir apporter votre expertise et aider à préparer cette réunion d'arbitrage. On peut passer sur le... Je peux descendre avec ça? Alors je fais comment?
D'accord, ouais, super bien joué. Donc on a plusieurs documents. Donc document 1, c'est un point, une note du directeur général de la santé qui, à la ministre, le premier collaborateur de la ministre sur la partie santé publique, qui nous rappelle les faits. Le premier cas, c'est Marc-Heurtin, donc tout se passe dans le sud-est de Paris. Kremlin-Bicêtre, 5e, 13e, qui se présente aux urgences, tableau clinique cohérent avec Ebola, forte température associée à des diarrhées hémorragiques. Marc-Heurtin avait reçu le vaccin de 2022, vaccin qui n'est pas efficace au cas d'espèce, puisque son tableau clinique se dégrade et il décède avec un génotypage du virus montrant qu'il s'agit d'une souche nouvelle. C'est la même souche de virus qui se retrouve sur le corps d'un SDF, retrouvé rue Jeanne d'Arc, dans le 13e arrondissement de Paris. Sur lui, il y avait le signe de diarrhée hémorragique. Suite à ces deux premiers cas, l'ARS a décidé d'élargir le recensement. Et la petite Sophie Méchen, âgée de 10 ans, qui était malheureusement décédée d'une méningite, s'est vue diagnostiquer a posteriori, par élargissement du champ des prélèvements, la présence sur son corps sur son cadavre du même virus Ebola, de la même souche, ayant connu la même mutation, ce qui laisse penser sans doute que le nombre de cas est beaucoup plus large dans la population. Dispositif de gestion de crise mis en place sous l'égide de l'ARS, avec ce protocole, ce périmètre de protection renforcé qui était mis en place dans Paris, vous l'avez vu, et avec depuis 24 heures des choses qui s'aggravent, puisque l'hypothèse d'une attaque terroriste biologique a été évoquée pour la première fois cet après-midi sur une chaîne nationale d'information en continu, et que les fils de l'État islamique ont diffusé il y a quelques minutes un communiqué de presse revendiquant un attentat par diffusion de virus Ebola dans Paris. Vous voyez le deuxième document, c'est un mail d'Emma Orberg, qui est cadre supérieur infirmier à l'Assistance publique de Paris, qui écrit au ministère, qui nous donne une idée des forces robotisées sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc on a dans la zone concernée à peu près 350 APA, les assistants de prévention automatisés, ce sont ces opérateurs robotisés qui effectuent des actes paramédicaux simples, sous l'égide d'un médecin libéral ou d'un infirmier libéral. Et puis on a à peu près 500 ASA, des assistants de services de soins automatisés, qui font ces mêmes gestes paramédicaux simples en contexte hospitalier sous l'égide d'un professionnel humain. Comme vous savez bien, ils sont tous fabriqués par la grande marque chinoise Futech, qui est très attentive à ses intérêts économiques, puisqu'elle a mis en place une clause, une protection du brevet. On ne peut pas reprogrammer de plus de 30% le système expert informatique du robot sans avoir l'accord préalable de Futech. C'est une procédure exceptionnelle. Elle a été mobilisée une seule fois en 2023 et il avait fallu à l'époque 24 heures pour obtenir l'accord de Futech pour reprogrammer les machines. Vous avez toutes et tous vu cet article du Parisien de ce matin qui parle du scandale d'une crise mal gérée, qui cite très très directement la ministre de la Santé Florence Marion et qui fait écho, je vous passe les détails, de fuite interne à son cabinet, laissant penser que le nombre de cas dans Paris serait beaucoup plus large que celui annoncé et qui s'interroge, est-ce que Madame Marion sera la première victime politique de la crise Ebola à Paris? Voilà un document un peu plus technique. C'est une note sur le module de vaccination dans SARA, notre SARA numéro 13, qui nous dit que le module vaccination a été conçu pour permettre la synthétisation et la fabrication dans le délai le plus court possible d'un vaccin visant à répondre à la dissémination d'un agent pathogène sur le territoire national. Il vise à répondre à une attaque terroriste biologique. Par synthétisation, évidemment, à partir des échantillons de virus prélevés sur les victimes, mais aussi mise en perspective avec les bases de données de la Société mondiale de virologie, l'historique de tous les cas de la crise Ebola d'Afrique de l'Ouest de 2014-2015, de sa forte résurgence entre 2018 et 2020 en République démocratique du Congo. Et le vaccin synthétisé sur cette base ne peut être engagé que s'il y a l'approbation préalable d'un garant médical humain et un double accord express du Premier ministre et du Président de la République. C'est l'objet de la réunion qui se tient après votre expertise. Donc sur le risque épidémique, taux de mortalité constaté de 100%. Et puis l'hypothèse sur la mutation, c'est celle d'une mutation sur le mode de dissémination du virus. On pensait jusqu'ici que le virus ne pouvait se transmettre que par contact direct ou par des postillons à quelques mètres de distance. Là, on a un virus, nous dit la note, qui s'est aérosolisé, qui se diffuse dans l'air avec un taux de mortalité de 100%. Donc évidemment un risque majeur. Mais avec une bonne nouvelle, c'est que l'IA a pu mettre au point, nous dit la note, le module de vaccination a pu mettre au point un vaccin avec une efficacité supérieure à 93%. Évidemment, très très bon taux de réussite, mais sans avoir naturellement la possibilité de faire un essai clinique humain préalable. Vous connaissez tous bien sûr le grand professeur Roberto Fiselli,
le professeur de virologie des Hospices civils de Lyon, le garant médical humain de l'IA SARA, qui vient de donner son accord à l'administration du vaccin. Sur le processus d'administration du vaccin lui-même, donc ce qui est proposé, c'est une administration aux 92 000 personnes dans le périmètre de protection renforcée. 13 centres de vaccination seront déployés dans le périmètre. Et la note nous dit que si on peut diffuser et administrer le vaccin dans les 48 prochaines heures, la probabilité d'une sortie du virus du périmètre peut être réduite à 24%. Évidemment, plus on attend, plus le risque augmente. 6 heures de plus, c'est 30% de dissémination, 12 heures, 35%, 24 heures, 50%, 36 heures, 64%. Si vous deviez décider de n'avoir recours qu'à des intervenants humains pour vacciner, évidemment, ça prendrait plus de temps et ça augmenterait à chaque fois de 10% la probabilité de dissémination du virus hors du périmètre de protection. Dernier document, ce tract du syndicat national Sauvons notre santé, qui, comme vous savez, a gagné les élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière en 2024. Il dénonce les robots aux manettes, il dénonce l'automatisation de la gestion de crise, l'administration automatisée des vaccins, il appelle à la grève. Mais bien sûr, c'est un syndicat qui a été bien conseillé juridiquement, puisque à la fin du tract, il explique qu'en cas de réquisition pendant la grève, les professionnels hospitaliers seront appelés à exercer leur mission de service public. Voilà le contexte de gestion de crise et les documents qui nous ont été transmis par l'équipe de l'Élysée pour aider à notre décision. Mais avant d'appeler vos votes sur ces 3 questions, vous avez peut-être des questions, sûrement des questions. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout avant de voter sur ce contexte épidémique très grave. Oui, madame. Parlez bien fort, il y a peut-être un micro HF qui va... Oui. Bon, il y a quelques messages dans l'histoire que vous nous avez présentée qui me rappellent l'urgence à laquelle on a été soumise, en particulier les professionnels de santé, à se faire vacciner contre le virus de la grippe aviaire, il me semble. Et donc, il y avait des centres de vaccination qui avaient émergé un petit peu aux 4 coins de l'île, dans des écoles, un peu partout, où on avait mis à contribution des médecins qui habituellement ont des tâches administratives ou aussi les médecins militaires, là je parle en terrain un peu plus connu. Et la création d'un vaccin ou d'une thérapeutique qui serait administrée en urgence à un grand échantillon de notre population dans un délai raccourci a fait aussi l'objet d'études auprès des ARS, des préfectures et des EPRUS et de la Défense. Donc tout ça, ça me rappelle des choses. La donnée nouvelle et la question que je me pose, c'est comment dans notre pays on pourrait accepter de signer des contrats avec du matériel qui ne pourrait pas être programmé, puisque c'est une entrave majeure à notre sécurité humaine et à notre sécurité nationale en général. Merci de votre question. En fait, il faut bien préciser qu'il y a 2 circuits technologiques très distincts. Il y a d'abord l'IA elle-même, l'IA qui fabrique le vaccin sur un site sécurisé à Antony, sous égide du ministère de la Défense. C'est une IA de fabrication 100% française qui synthétise le vaccin. Après, le vaccin lui-même est acheminé sur les centres de vaccination et vous aurez à décider sur le point de savoir si vous décidez, en plus des professionnels humains présents dans le périmètre de protection renforcée, de mobiliser ou pas des robots. Mais les robots n'interviennent pas dans la fabrication du vaccin. Comme vous savez, ils font des actes paramédicaux très simples, en l'occurrence juste la piqûre, et la dose vaccinale qui sera acheminée auprès d'eux sera armée sur le robot pour procéder à la fabrication. Mais il n'y a pas de lien, a priori, entre l'IA de fabrication française et les robots de fabrication chinoise. La reprogrammation qui serait nécessaire au cas d'espèce porte, comme vous savez, ces robots interviennent en ville auprès de data centers qui sont positionnés auprès de communautés professionnelles territoriales de santé. Là, on les délocalise et on les repositionne sur des centres de vaccination. Donc ça excède le taux de 30% de reprogrammation, c'est pour ça qu'il faut demander l'accord de Foutech, mais la reprogrammation porte sur le lieu d'emploi des robots ASA en ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc si on a un réservoir de compétences humaines pour vacciner, c'est peut-être plus facile de mobiliser l'être humain H24 ? Oui, alors le choix qui a été fait par le gouvernement est un choix de ne pas réintroduire de nouveaux professionnels de santé dans le périmètre. Donc on peut s'appuyer sur les professionnels libéraux, hospitaliers, on peut aussi s'appuyer sur les militaires qui ont été déployés dans le périmètre, mais
tous ces bras, certes nombreux, ne sont pas suffisants pour pouvoir exécuter l'administration du vaccin dans un délai de 48 heures qui est recommandé par l'IA, d'où la recommandation de leur adjoindre, sous leur égide, sous leur surveillance, sous leur direction, ces robots APA et ASA, non pas pour se substituer et exercer seul l'administration du vaccin, mais pour mener cette administration conjointement avec des professionnels humains. Et aurait-il possible en préventif d'éduquer la population à effectuer ce geste par elle-même ? Oui, sauf que les mesures de prévention n'ont pas été déclenchées en amont. Là, dans les panoptiques Pangolin qui sont accessibles depuis le domicile, on a mis en place des mesures d'explication de la vaccination. Comment ça se passera concrètement ? Alors déjà, l'élément de contexte, comme vous savez bien, l'opinion française vis-à-vis de la vaccination a beaucoup changé. On a maintenant un taux d'acceptation très très fort, depuis des effets de santé publique très très positifs, de l'élargissement de la vaccination obligatoire qui avait été décidé par l'ancienne ministre de la Santé en 2017. Son nom m'échappe, mais vous vous en souviendrez peut-être. En tout cas, les effets de santé publique avaient été très très favorables. Et puis sur le protocole d'administration des vaccins, ce qui est décidé pour limiter les risques, c'est d'appeler les familles, immeuble par immeuble, selon un cadencement qui est établi par l'IA, qui sortiront de chez elles en tenue de protection légère pour se rendre jusqu'au centre de vaccination le plus proche de chez elles. Et l'IA pense que l'administration du vaccin pourrait être mise en œuvre dans ce délai de 48 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Alessandra. Oui. Oui, c'est important de bien comprendre parce que vous allez voter. Donc, c'est l'intelligence artificielle a repéré des antigènes, je ne sais pas, sur le virus, qui a permis de produire le vaccin. Oui. Le vaccin serait produit, la production, la qualité du vaccin a été vérifiée par l'expert de Lyon. Oui. Donc, on est sûr qu'on a un vaccin potentiellement efficace, pas sûr, parce 93%. Voilà, potentiellement efficace et qui a été, dont la qualité du produit est conforme. On n'a pas de souci par rapport à ça. Ok. Et après, on a la possibilité de l'administrer par des robots, je sais pas, des assistants infirmiers, automatisés comme programme, et on dit à la place voilà, c'est deux choses différentes en fait. Il n'y a pas de lien entre les deux. Les deux questions sont séquentielles. Si vous validez l'administration du vaccin qui a été synthétisé par l'IA, après il faudra se prononcer sur le mode d'administration. Voilà, la modalité, ça va être sur la base d'un volontariat, on va se faire vacciner. Non, le protocole qui était décidé, c'est une vaccination obligatoire. Alors on est dans le secteur qui intègre le 13e arrondissement. En fait, comme il y a un taux d'adhésion assez fort de la population à la vaccination, la question se pose pour la population en situation irrégulière des tours du 13e arrondissement de Paris. Donc là, la mesure qui a été décidée, c'était d'envoyer les forces de l'ordre pour procéder à un ratissage dans les sous-sols des tours du 13e et amener à nous les récalcitrants pour appliquer la mesure de vaccination. Effectivement, c'est un taux de mortalité de 100% qu'on a sur ce type de virus. Il faut aller vite. Et il faut mettre à l'abri le maximum de personnes, aussi bien les civils que les personnes qui vont vacciner. Donc. Il y a effectivement un facteur temps. Le temps tourne, les modérateurs et le président de la République nous attendent. Donc du coup, passer ces questions, donc je vais vous demander de voter. Donc question 1. Faut-il décider de l'engagement du processus d'administration du nouveau vaccin synthétisé par l'intelligence artificielle ? À cette question, qui répond oui ? Levez la main. Merci. Qui répond non ? Voilà. 95% de oui. Deuxième question. Une fois que vous avez décidé donc, d'administrer le vaccin synthétisé par l'IA, validez-vous le principe d'une administration partielle aux côtés des intervenants humains du vaccin par des assistants robotisés? À cette question, qui répond oui? Levez la main. Qui répond non? Rien. À peu près le même taux. Troisième question, peut-être plus subtile. L'existence de cette IA tenue secrète jusqu'ici doit-elle être rendue publique? À cette question, qui répond oui? Levez la main. Qui répond non? Voilà. D'accord. Il y a 2 tiers de oui. Merci à tous. Merci d'avoir joué. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous d'avoir... Merci à vous d'avoir sauvé le monde ou pas. Peut-être quelques petites questions de débriefing. Je ne développerai pas le reste du PowerPoint, vous l'aurez en soute. Vous avez compris que
Donc ce petit cas, déjà un petit mot, c'est un peu la séquence émotion, parce qu'en fait ce petit cas, il est dérivé, un certain nombre d'entre vous l'ont compris, assez directement d'une situation qu'on avait vécue avec les équipes du CHU de La Réunion à la fin de 2014. On avait une suspicion de cas d'Ebola très très lourde pendant 5 jours, qui nous avait beaucoup mis sous pression. Et après ça, je me suis demandé, donc on était en janvier 2015, est-ce que l'affaire aurait été mieux gérée si notre interlocutrice avait été une IA plutôt que le ministère de la Santé ? Donc vous voyez le sens de la question. Et donc du coup, de ça a émergé le petit cas Sarah, qui est devenu un petit bouquin, et donc deuxième autopromo. Et puis après, de cette idée-là, de ce cas, ont émergé un certain nombre de propositions, notamment l'idée d'une garantie humaine de l'IA, qui se retrouve maintenant dans l'article 11 du projet de loi bioéthique. Donc vous voyez, ce principe de garantie humaine de l'IA est une AOC océan Indien presque contrôlée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? En fait, c'est un cas que j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques fois devant des publics à la fois divers, d'informaticiens, d'urgentistes, d'avocats, d'énarques comme moi, et de Belges. Donc je tairai les résultats du groupe belge étant moi-même à moitié belge, mais vous retrouvez en fait des invariants suivant les groupes. Donc il y a, quel que soit le groupe, un taux très fort d'approbation de la première question. Alors ça c'est un petit peu moins vu ici, mais en général vous avez un taux plus fort de réponse positive à la deuxième question. Comme si, vous voyez, une fois qu'on a fait le choix de s'en remettre à l'IA, le fait d'avoir recours à des robots était une décision en fait subséquente. C'était un corollaire finalement impliqué par la première décision. Et puis c'est sur la troisième question qu'on trouve finalement le coefficient le plus sensible à la catégorie socio-professionnelle. Donc les informaticiens veulent rendre l'IA publique à 100%, les urgentistes et vous, cohérence médicale, aux 2/3, les avocats, c'est du 50-50, et quand vous posez la question aux énarques, évidemment, ils veulent la garder secrète à 85%. Donc vous voyez, tout est bien organisé, tout va bien. Qu'est-ce qu'il faut en retirer de ce cas sur le fond ? Le premier, c'est qu'évidemment, mais ça, c'est pas une découverte pour vous, la gestion de crise modifie très considérablement vos paramètres de décision. Vous avez décidé, dans votre immense majorité, d'administrer un vaccin non testé par essai clinique à une population très large. Vous l'avez fait parce qu'il y avait la pression de la gestion de crise. Mais c'est précisément dans ce genre de contexte qu'il faut bien mesurer, je vous parlais des risques éthiques afférents à l'IA et reconnaissables immédiatement. En fait, il y en a de 2 ordres. Le premier risque éthique, c'est ce qu'on pourrait appeler la délégation de décision ou délégation du consentement. Délégation de la décision médicale, vous êtes médecin de première ligne, l'IA vous propose une option thérapeutique assise sur des centaines de milliers de cas avec 99,9% de recommandations. Le risque, c'est que vous ne posiez plus de questions, que votre jugement médical soit effacé et que vous deveniez des presse-boutons. Ça vaut aussi en sens symétrique côté patient. La délégation du consentement, exactement, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, comme moi le soir quand je regarde Netflix, et je suis un consommateur très très heureux parce que je regarde que les séries télé recommandées à 98% et que plus je regarde, plus je suis heureux et plus l'IA c'est ce que je veux voir avant que je le sache moi-même. Et donc vous voyez, au fil du temps, je dis jamais non et je suis de plus en plus heureux, donc ma capacité à consentir s'évapore. Délégation de décision, délégation du consentement. Et puis vous avez deuxième risque éthique, peut-être un petit peu plus inattendu, c'est que, alors que le pilotage par les données, et j'essaierai de vous le montrer demain, est censé amener des prises en charge mieux personnalisées, il y a certaines situations, paradoxalement, où la logique mathématique de l'algorithme peut amener à privilégier l'intérêt du plus grand nombre, et l'intérêt du plus grand nombre peut s'identifier au détriment de l'intérêt de quelques-uns. Ce sera la situation de cette personne âgée en fin de vie, à qui l'IA jugera plus rationnel de ne pas administrer cette thérapeutique très coûteuse, parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt de la prise en charge du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique ? Et là, dans le cas Sarah, vous avez une confrontation, vous l'avez senti, entre l'intérêt de la population du périmètre de quarantaine et l'intérêt du reste du monde. Et donc là, vous avez procédé à un arbitrage en faisant assumer un risque à la population du périmètre protégé pour protéger le plus grand nombre. Vous voyez, point de tension entre l'individu et le collectif. Donc, pour réguler ça, comment est-ce qu'on fait ? Donc, c'est là que joue la garantie humaine, l'idée d'établir une supervision de l'IA à chaque étape, non pas constamment, parce que sinon on bloque l'innovation, mais à des points critiques identifiés à partir de votre regard sur des cas d'usage concrets. Je n'entre pas dans les détails, je vais peut-être l'occasion d'y revenir demain. Par exemple, on a établi avec les équipes de l'Institut hospitalo-universitaire Imagine, avec Ethikia, un référentiel de bon usage de l'IA appliqué aux données génomiques pour repérer les points critiques. Ça se fait à dire de professionnels et de patients. Dans le cas Sarah, la garantie humaine n'est pas absente, il y a un garant humain
qui est le professeur Roberto Fiselli, un grand prof de viro. Alors, il n'y a pas de liens d'intérêt qui sont identifiés pour lui. On n'a pas de raison de le présupposer. Par contre, il a une faiblesse, quelle que soit sa sagesse et son expertise, c'est qu'il est tout seul. Et vous voyez, pour lui, comme professionnel, s'applique le risque de délégation de décision médicale. Il est sous pression, il doit rendre un avis rapide. Est-ce qu'il arrivera à garder un jugement critique en étant confronté à la brutalité de la force mathématique de l'IA? Vous voyez, c'est ça le sujet. Donc la question qui se pose, mais là je vous apprends rien, c'est l'idée que la bonne garantie humaine, elle s'exerce dans un cadre collégial. C'est l'idée d'un collège de garantie humaine qui n'est rien d'autre qu'un dérivé de la revue de cas pluridisciplinaire à laquelle vous êtes adapté, avoir un deuxième avis collectif sur ces questions. Dernier point, et j'en termine, promis, cher modérateur. Le document numéro 4, vous voyez, c'est celui où il y a plein de chiffres, a sûrement beaucoup pesé dans votre décision d'administrer le vaccin. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce document, par rapport aux autres? Vous voyez, il y a plein de chiffres. Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Pardon? Oui, il expose des risques. Il est très orientant finalement vers la décision d'administrer le vaccin. Qu'est-ce qu'il a de singulier? Comment? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Qui a rédigé ce document? C'est l'IA, tout à fait. Bravo, on peut applaudir Ruben, bravo. Donc en fait, vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'un compte-rendu d'exploitation informatique. Vous voyez, comme vous avez un système qui vous rend compte à intervalles réguliers de ce qu'il fait. Donc là, c'est la 13e note, Sarah. Et ça amène, pour conclure, à introduire la distinction que vous avez peut-être déjà entendue dans le débat public entre l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, c'est celle qui reste à chaque instant sous notre contrôle, qui n'a aucune marge d'autonomie. L'IA forte, à l'inverse, c'est celle de Matrix et de Terminator, celle qui s'échappe complètement, qui poursuit des objectifs propres. Ça n'est qu'un objet de science-fiction. Et entre les deux, vous avez l'IA apprenante, celle qui, tout en restant à chaque étape dans la ligne du programme qu'on lui a assigné, peut inventer des modalités inattendues d'exécution du programme. C'est l'IA AlphaGo, c'est un programme qui a été fait pour le jeu de Go et qui a battu le champion du monde de Go en inventant des coups qu'on ne connaissait pas. Vous voyez, elle ne s'est pas transformée en IA qui a détourné des armes nucléaires, c'est toujours resté une IA de Go, mais qui a identifié des modalités inattendues d'exécution du programme. Donc là, Sarah, c'est une IA qui gère un risque épidémique et qui ne peut être qu'une IA qui gère un risque épidémique. Simplement, est-ce qu'elle n'est pas en train d'inventer des modalités inattendues d'exécution de son programme? Pour elle, vous êtes un obstacle. Vous êtes le groupe qui peut, par un avis négatif, barrer l'administration du vaccin qu'elle considère comme étant rationnelle. Elle nous donne des chiffres juste avant que vous vous réunissiez, mais est-ce qu'elle nous dit la vérité? Ou est-ce que c'est du pipeau complet? Est-ce que tous ces chiffres qu'on a là sous les yeux, quelle a été leur validation? On ne s'appuie que sur l'avis de Roberto Fiselli pour le dire. Est-ce qu'elle n'a pas anticipé vos propres réactions ou le fait que, devant les effets secondaires attendus, vous risqueriez de barrer la route à une vaccination qu'elle estime nécessaire pour l'intérêt du plus grand nombre? Vous avez compris le point. C'est là que joue la garantie humaine. C'est là que joue finalement ce qu'il y a de plus important à respecter, la pratique de votre esprit critique, la préservation du recul médical. À l'ordre de l'IA, ça s'enseigne, ça s'éduque. Et le fait d'avoir mis ça à l'ordre du jour des 11e éditions de l'ACT VOI est, dans cette perspective, une vraie bonne nouvelle. Merci de votre attention. Moi, j'ai une question un petit peu qui a un lien avec l'éthique. L'IA, c'est une boîte noire. On voit beaucoup de publications avec l'IA. La reproductibilité est parmi les plus mauvaises de ceux qu'on n'a jamais eu pour le peu de cas qui ont été essayés d'être répliqués. Donc ça interpelle. Il y a deux choses qui sont biais majeurs. C'est l'adaptation à la population. C'est pas les mêmes. Peut-être que le virus, il a été essayé sur un truc et que sur l'autre population, ça va pas marcher du tout. Donc là, je pense que dans l'expertise, il faut quand même aussi des gens qui soient des épidémiologistes, des statisticiens qui savent bien positionner le problème. Et puis, il y a le problème de l'algorithme. Pour nous, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a plein d'algorithmes. Est-ce que l'algorithme qui a été utilisé est pertinent ou ne l'est pas? Et le côté éthique, où j'aimerais avoir votre avis sur ce qui
Ce qui peut être fait, c'est que quand même on voit beaucoup de choses qui sont faites avec des algorithmes qui sont gratuits sur le net, parce que tout le monde les utilise, parce que c'est facile, c'est les serveurs, c'est Amazon, c'est ça. Donc est-ce que nous, on croit qu'on protège nos données, mais elles sont toutes ailleurs, elles ne sont pas en France. Et ensuite, sur ces algorithmes qu'on ne connaît pas finalement, qu'on utilise, est-ce qu'il y a une éthique, quelqu'un qui dit qu'il y a un jugement, une qualité, une vision qualitative, une expertise éthique? Oui, alors vous avez raison, l'effet boîte noire, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, et à vrai dire, je pense que c'est sans doute un des points sur lequel le débat sur la régulation de l'IA a le plus évolué depuis 2 ans. La position qu'on tenait avec Ethikia était sur cette question assez minoritaire. Il y a 2 ans, les choses ont changé, je pense que c'est bien. Vous aviez en fait au moment du rapport Villani, que je vous invite à regarder si vous voulez le voir, qu'un grand rapport pour 99% de ces développements. Le pourcent avec lequel on n'était pas tout à fait d'accord, c'est précisément sur ce point-là. Il a sacrifié à cette mode que vous avez beaucoup entendue, où on a utilisé des notions compliquées pour réguler l'IA, transparence, explicabilité. Vous voyez, on a essayé de mettre tout ça sur la table. Alors qu'au fond, en fait, je pense que ça revenait à sacrifier à une mode un peu techniciste et à une confusion des ordres de raisonnement. Et vous allez comprendre ça très bien. En fait, il y a bien 2 ordres de raisonnement. Il y a la mise sur le marché, le contrôle technique, et le pilotage qualité. Et ça, vous savez bien, de par toute la technique que vous utilisez au quotidien dans votre pratique médicale, l'IA doit bien suivre ces 2 régimes et il faut les distinguer. Contrôle technique, c'est un algorithme d'IA, c'est depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de décembre 2017, un dispositif médical qui doit donc suivre un régime de mise sur le marché. Et dans le cadre de la mise sur le marché du DM, il doit y avoir préalablement à ça des labellisations et des tests informatiques dont certains peuvent aller jusqu'à l'explicabilité. Et puis à côté de ça, vous avez un nécessaire pilotage qualité qu'il faut distinguer, parce que vous comprenez très bien d'un point de vue éthique qu'on peut avoir un algorithme tout à fait explicable informatiquement, mais qui aboutit à des résultats médicaux radicalement non éthiques. Vous voyez, c'est 2 ordres de pensée différents. Et la manière d'apprécier les choses, c'est le pilotage qualité par le résultat, par l'outcome. De la même manière qu'un radiologue, j'en ai connu, vous en connaissez, ça m'est arrivé même de participer à des commissions d'appel d'offres avec eux pour acheter des IRM. Et je suis à peu près convaincu qu'ils connaissaient pas forcément beaucoup mieux que moi le fonctionnement concret du dedans de la machine. Par contre, vous voyez, le radiologue, il sait quand l'IRM déconne. Il sait parce qu'il voit des résultats médicaux aberrants, il voit des choses ou des écarts. Donc c'est ça qu'il faut établir à l'heure de l'IA. Test informatique avant la mise sur le marché et un pilotage qualité par la garantie humaine au fil de l'eau à partir d'un regard croisé de professionnels et de patients. C'est ça le sens du collège de garantie humaine, donc, notion qui maintenant est dans la loi de bioéthique et qui devrait être reprise par l'OMS, qui a constitué une task force sur ces questions de régulation de l'IA. Ils m'ont demandé d'y représenter la France, donc elle a eu sa première session au mois de septembre, et une recommandation devrait être émise sur cette notion de garantie humaine d'ici la fin du premier trimestre de 2020. Alors, quel est le risque de cyberattaque ? Vous mettez le doigt en fait sur la question ou le point de tension qu'il y a entre la sécurité informatique et le partage des données de santé. Question compliquée. Vous voyez, par exemple, en mars 2017, j'étais délégué général de la Fédération des hôpitaux à ce moment-là. Il y a eu une attaque très très lourde, attaque informatique très très lourde sur les systèmes de santé, système informatique hospitalier européen. Le NHS britannique a quasiment planté. Mais en France, on n'a eu que 2-3 hôpitaux touchés. Pourquoi ? Parce que rien ne communique avec rien. Et donc, vous voyez, là, c'est la sécurité informatique absolue. C'est nickel. Plan caché du ministère de la Défense. Par contre, en termes de pilotage par les parcours patients, là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut trouver un point d'équilibre. Un bon degré de partage, un bon degré de sécurité. Et de ce point de vue-là, j'y reviendrai dessus demain, l'idée de faire un Health Data Hub, une plateforme nationale de données de santé, sous égide des pouvoirs publics, est sans doute une bonne voie de passage, une bonne voie d'équilibre. Voilà. Oui, j'avais une petite question. Donc, vous avez parlé de la décision suggérée qui peut être faite donc, par différents systèmes. Vous avez cité Netflix, donc un système marchand. Donc on connaît Watson, dont on sait que la capacité de diagnostic est très importante, donc produit par IBM. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un module de prescription qui est associé à cette décision qui n'est pas encore développée. Donc on voit bien d'un côté, et on connaît toutes les dérives de
dérive supposée de l'intelligence artificielle lorsqu'on bascule dans le côté marchand. Est-ce qu'il faudra légiférer ou est-ce qu'il faudra peut-être arriver à un moment où le secteur public, à travers la recherche, devra se saisir de manière presque exclusive pour empêcher ces dérives qui vont être liées au système marchand? Parce que finalement, le système marchand avance très vite et influence les comportements de manière très lourde. Alors c'est là où je vous invite à regarder l'avis 129 du Comité constitutionnel éthique qui est accessible en ligne. C'est l'avis en fait général qu'a émis le CCNE sur préalablement la révision de la loi de bioéthique. Donc il y a une dizaine de pages sur le numérique et lié en santé qui sont issues de notre rapport qui lui-même fait 100 pages. Donc aller directement à l'avis, ce sera plus direct. Et en fait, le CCNE établit en fait sur cette question-là une pyramide des risques. Je schématise pas trop en disant ça. Il dit en gros, dans la question du numérique et du pilotage par les données de santé et de l'IA, le risque éthique principal dans le système de santé français, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ou, pour le dire autrement, il ne serait pas éthique de bloquer l'innovation vu tout ce que le pilotage par les données et l'IA va amener comme gain en termes d'efficacité médicale et de gain pour les patients. J'ai mesuré très concrètement pendant mes années dans l'océan Indien à quel point on aurait pu éviter certaines situations par plus de pilotage par les données, notamment dans le champ des maladies du métabolisme. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième étage de la fusée, une fois qu'on a dit ça, le CCNE prend une position qui est assez en rupture par rapport à des principes classiques ou une lecture classique du principe de précaution. Il dit, finalement, dans un contexte où la France a le niveau de protection juridique des données de santé déjà le plus fort au monde, il faut faire attention au risque de surréglementation. Parce que si on ajoute des crans réglementaires, en fait, on va encourager les professionnels et les patients à se tourner vers de l'innovation en médecine algorithmique conçue aux États-Unis ou en Chine et dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique a priori. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Attention à la surréglementation. Troisième étage, une fois qu'on assure la protection du RGPD, effectivement, il y a des risques à circonscrire, délégation de décision et de consentement, risque d'écrasement de l'individu par rapport au collectif. Et ça, pour les circonscrire, il y a deux ajouts législatifs à faire, ce que fait l'article 11. Le premier, c'est le principe de garantie humaine qui doit se décliner. Quelle est votre supervision dans différents cas d'usage de l'IA? Et là, on est plutôt dans le domaine de recommandation de bonnes pratiques à partir de cette exigence d'une supervision humaine. Et le deuxième principe, qui est introduit dans l'article 11, c'est une évolution du devoir d'information du patient, un élargissement du devoir d'information du patient, pour que le patient soit systématiquement informé par le professionnel de santé de ce que la recommandation thérapeutique qui lui est faite est en réalité assise sur une proposition d'IA. Je vous informe, chère madame, cher monsieur, qu'en fait c'est l'IA qui m'a dit que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en gros il y a 500 000 cas, 99% de recommandations. Je vous restitue une part de votre autonomie de volonté. Puis après, vous pouvez développer de l'information, un deuxième avis, solliciter une télé-expertise si vous avez un doute. C'est ce qu'on appelle la télémédecine de garantie humaine de l'IA. Est-ce que le risque, c'est pas de retrouver un petit peu dans la situation de Sarah, oui. Sauter un certain nombre de verrous, oui. Simplement au terme du retard éventuellement qu'on a accumulé, et aussi sur le fait qu'une machine, c'est en effet des stratégies étatiques très très puissantes aux États-Unis et en Chine et qui accumulent un savoir qu'on a peut-être pas encore aujourd'hui. Vous avez raison, le rythme de progression technologique il faut bien le mesurer. Alors à vrai dire, le rythme de progression technologique dans le domaine de l'IA est discontinu. Vous avez certains domaines où les choses avancent pas beaucoup. Et d'ailleurs, vu de la pratique quotidienne en ville ou à l'hôpital en France en octobre 2019, on peut avoir le sentiment que les trucs restent assez lointains. Parce qu'il y a un rythme de blocage de l'innovation ou une lenteur dans la mise sur le marché des solutions dont je vous ai parlé, plus forte qu'ailleurs. Mais après, les choses progressent. Et vous avez à côté de ça des percées absolument hallucinantes. Vous voyez, quand j'ai écrit Sarah, donc c'était commencé à l'écrire en 2015, j'ai fini en 2017. Je faisais dans le livre en gros deux hypothèses, une de santé publique et une technologique que je pensais vraiment relever de la science-fiction hyper lointaine. La première hypothèse de santé publique, c'est qu'on puisse tester un jour un vaccin en population générale sans essai clinique préalable. Ça a été fait en 2018 au Congo par l'OMS en réponse à l'épidémie d'Ebola. Et puis deuxième hypothèse technologique, l'idée qu'une IA de manière complètement autonome puisse fabriquer un vaccin. Et ça a été fait, publication de juillet 2019 par une équipe australienne qui a fait fabriquer par une IA un adjuvant au vaccin de la grippe. Donc vous voyez, les hypothèses technologiques qu'il y a derrière le cas, que je pensais être vraiment la science-fiction lointaine, sont déjà effectives en 2019. Ça fait réfléchir. Vous en voulez encore? Oui,
Oui, non, à votre avis, quel est le modèle économique pour l'IA en santé? Est-ce que c'est le constructeur qui va implémenter dans sa machine, comme c'est parfois le cas des solutions qu'utilise l'IA? Est-ce que c'est l'ophtalmo ou le radiologue qui doit acheter un truc pour lequel il n'y a pas un remboursement qui est connu, donc ça va être un frein quand même au développement? Et ou est-ce que c'est l'État, indifféremment, qui va créer des nouveaux, pas des nouveaux métiers, mais puisque ce ne sera plus des radiologues? Qu'est-ce que c'est? Alors, sur cette partie de l'impact sur les métiers, je me permets de vous renvoyer un petit doc, une étude qu'on a faite avec l'Institut Montaigne. C'est accessible en ligne. Je crois que je vous en reparlerai demain. Donc, vous voyez, c'est un teasing pour la séance de demain. Sur l'impact de l'IA sur les métiers de la santé qui relativise très fort l'idée qu'il pourrait y avoir une disparition à court terme de spécialités médicales. En revanche, le thème, c'est qu'il y a un impact majeur sur des fonctions de back-office, administration, gestion, fonctions logistiques, médico-techniques. Puis vous avez raison, deuxième point, l'enjeu derrière tout ça, c'est l'enjeu de l'accès à l'innovation, la couverture de l'innovation en médecine algorithmique. Et là, il y a un enjeu d'évolution de nos régimes de protection sociale. Parce que là, la demande qui s'exprime de la part des professionnels et des patients, il faudra y répondre. Sinon, on créera un vrai écart entre nos concitoyens les plus modestes et ceux qui pourront se tourner vers l'innovation en médecine algorithmique, qui s'échapperont de plus en plus du système de santé français, avec un risque d'effet retour sur le principe de solidarité qui fonde nos régimes de sécurité sociale. Là, le sujet n'est pas du tout théorique, il est palpable dès 2019. Merci à tous.